Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de cette émission. Notre plateau est toujours au complet. Jean-Michel Onondi, consultant responsable de projet dans le domaine des moyens de paiement. Willy Elfeji Batoussa, consultant en marketing. Jean-Marie Tallet, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la prise en charge des personnes handicapées. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap. Trouver un travail, se déplacer, le quotidien peut se révéler pour la majorité d'entre eux un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge inexistante. Pour rompre l'isolement et s'insérer socialement, le courage et la persévérance sont donc nécessaires. On prend la direction de l'Égypte à la rencontre d'un couple à la volonté inébranlable pour qui la déficience visuelle n'a jamais été un frein à sa volonté de réussir. Sharon Kamara. C'est en 2013 que Samir Gaber et sa femme Eba Mahmoud ont ouvert leur boutique au Caire, la capitale égyptienne. Tous deux malvoyants, le couple tisse des meubles en bambou qu'ils vendent ensuite à leurs clients. Une entreprise qui leur a permis au fil des années de gagner un revenu suffisant pour pouvoir nourrir leurs deux jeunes enfants. J'ai appris à tisser du bambou petit à petit. J'ai acheté des paniers en bambou et j'ai appris à manipuler les bâtons et à créer des formes et à les tisser. J'ai dû apprendre tous ces détails dès le début avant de pouvoir l'apprendre à ma femme. Âgée de 38 ans, Eba Mahmoud a commencé à avoir des problèmes de vision alors qu'elle n'avait qu'1 an suite à une fièvre mal soignée. Son époux Samir, qui a 40 ans, souffre d'une déficience visuelle suite à un accident qui est survenu il y a une quinzaine d'années. Malgré les réticences de leur famille, le couple n'a pas hésité à se marier et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nos familles se demandaient comment nous allions nous marier, comment nous pourrions élever des enfants et vivre tous ensemble. Je savais que ça irait, j'avais vu des couples malvoyants avant et leur mariage fonctionnait correctement. Très ambitieux, le couple n'a pas été freiné par le handicap au moment de lancer sa boutique. Pourtant, la bonne volonté et la motivation ne sont pas suffisants pour attirer la clientèle. Malgré les emprunts et l'aide de leurs familles respectives, Eba et Samir rencontrent des difficultés financières. Alors on a vu dans le reportage un bel exemple finalement de personnes qui ont fait de leur handicap une véritable force. Mais dans la grande majorité des cas, c'est un long combat pour les personnes handicapées pour parvenir à garder finalement leur dignité. C'est un véritable parcours du combattant, d'autant plus que vous avez su le rappeler tout à l'heure, c'est 10% de la population africaine, une population que j'ai tendance des fois à considérer comme étant une autre population dans la population, tellement elle est exclue et pas assez prise en compte. Et je pense que c'est un tort, car déjà la question de l'isolement et de l'insertion des handicapés devrait être un élément central de toutes les politiques africaines en tant que telles. On entend énormément d'éléments de langage sur des relances économiques, on a le fameux mantra sur la diversification économique, mais l'humain, malheureusement, est souvent laissé pour compte, alors qu'aujourd'hui, rien ne justifie ça, car on a bien compris que selon les différents handicaps de certaines personnes, ça ne les empêche pas de travailler, ça ne les empêche pas de contribuer justement à la vie en société et même aussi participer à la relance économique en tant que telle, et que je trouve que c'est assez déplorable quand on prend par exemple le cas de l'Égypte dont il est question dans le reportage. C'est un pays qui reste aujourd'hui l'un des moteurs sur le plan touristique. Les deux artisans qu'on nous a montrés sont dans le domaine artisanal. C'est un domaine qui, à mon avis, quand il est bien encadré, peut facilement faire des émules et à mon avis qui mériterait effectivement d'être un peu plus approfondi et accompagné en matière. Alors, s'agissant donc de la question de la prise en charge des personnes handicapées, au niveau notamment de l'insertion professionnelle, est-ce qu'on peut parler d'une marginalisation finalement à tous les niveaux, y compris dans le débat public ? Alors, il y a effectivement cette question qui est cruciale et quand on regarde ce type de reportage, on est
on redevient modeste. On se rend compte que ce n'est pas parce qu'on a une grippe que voilà, la vie est terminée. Et quand on voit effectivement ces personnes-là qui se battent au quotidien, on voit qu'effectivement, il faut arrêter de se plaindre. Il y a une chose déjà qu'il faut, à mon avis, avoir en esprit au niveau de nombreux pays africains, c'est le côté culturel. Le handicap est souvent effectivement mal vu pour un certain nombre de raisons culturelles. Vous prenez des personnes handicapées, vous prenez des albinos, donc il y a déjà un rejet qui se fait au niveau de la société, malheureusement. Alors l'idée maintenant, effectivement, c'est d'en parler, je dirais, de façon beaucoup plus large, pour qu'effectivement les différentes politiques tiennent compte de ces populations qui sont effectivement marginalisées, mais qui ont toute leur capacité intellectuelle. Je pense par exemple au Congo, où il y a un groupe de musique qui a fait boom il y a quelques années, qui s'appelait, je crois, Staff Benda Bilibili, enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était effectivement un ensemble de musiciens qui étaient handicapés, mais qui ont fait un certain nombre de festivals en Europe parce qu'ils ont su trouver la bonne personne qu'ils écoutaient, parce qu'ils ont su dépasser ce handicap-là. Donc il faut vraiment qu'on en parle déjà, que ce ne soit pas caché dans les familles, que ce ne soit pas un sujet tabou, qu'on en parle, et à partir de ce moment-là, il faudrait effectivement que la société tout entière, ainsi que les puissances publiques, les pouvoirs publics, puissent effectivement tenir compte des handicapés dans leur politique. Jean-Marie Talley. Oui, effectivement, pour tout ce qui est en train d'être dit. Et vous voyez là, on est en train de voir là un élément qui force non seulement la modestie, mais à l'humilité. Et qui surtout nous rappelle la dynamique de l'Afrique tout entière, et qui crée chez nous cette fierté-là de voir qu'il y a des gens qui ne se laissent pas aller à l'abandon. Vous voyez, ce sont des gens qui sont diminués par la maladie ou par le handicap, mais qui sont créatifs, qui sont ambitieux, et qui sont fiers de faire ce qu'ils savent faire, et ils le font bien. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un élément qu'on devrait, avec cette sensibilisation dont vient de parler Jean-Michel, sensibiliser d'abord le public, ensuite les gouvernements africains, mais surtout qu'il faut qu'un pan de la culture africaine doit évoluer pour comprendre que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est un sous-homme. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a plus la respectabilité, les valeurs humaines et la dignité humaine. On ne la perd pas parce qu'on a un handicap. Je connais une association au Cameroun de handicapés et qui m'est très proche. Et je leur dis d'ailleurs bonjour à Raymond qui en est le président. Alors, ils font des choses efficaces. Parce qu'ils ont des capacités, même étant assis sur des fauteuils, même étant avec leur canne, ils font des choses extrêmement intéressantes et ils montrent qu'ils sont capables d'apporter de la valeur ajoutée à des initiatives entrepreneuriales. Ils font des choses que les gouvernements, quels qu'ils soient, devraient accompagner. Donc il appartient à nos gouvernements africains de taper du poing sur la table pour non seulement les accompagner, les encadrer, mais du fait qu'ils soient arrivés avec quelques insuffisances en matière peut-être du côté physique ou peut-être du côté intellectuel, mais que le gouvernement les encadre pour leur donner la possibilité de croire en eux, d'être fiers d'être des êtres humains et surtout de produire ce qu'ils sont capables de produire avec le reste des moyens et des capacités qu'ils ont encore, parce qu'ils en regorgent beaucoup et ils sont des gens parfaitement respectables et des gens honorables, en tout cas pour ce que je vois, et qui dépassent malheureusement largement certains qui ont encore toutes les capacités, mais qui se plaignent tout le temps. Quand on regarde et quand on voit ce qu'on a vu et quand on analyse, cette grande capacité à être ambitieux, à être dynamique, je leur tire chapeau. Et je dis à tous ceux qui souffrent de handicap éventuels, particuliers en Afrique, quels qu'ils soient, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils croient en eux et surtout qu'ils restent vigilants, objectifs, visionnaires, dynamiques et que les gouvernements prennent en main le fait de les accompagner véritablement. Alors peut-être l'une des questions aussi à se poser, c'est d'identifier, voilà, de se demander mais de quel handicap on parle exactement, parce que sur le continent, voilà, on a un petit peu tendance à tout mélanger, oui, handicap mais la culture africaine, handicap intellectuel. Non, vous savez, la culture africaine intègre dans sa vision malheureusement péjorative tous les handicaps. Pour la culture africaine ne méritent aucun respect. Qu'on soit un handicapé moteur sur un fauteuil roulant qui mérite d'être dans un centre éducatif, dans un centre protégé, un centre médical, l'Afrique
l'Afrique ne prend pas en compte tout ça. On met ça derrière des cultures, avec des histoires un peu fantoches. On va vous dire que c'est tel qui a fait, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de tel élément, ainsi de suite. Des superstitions. Alors que ce n'est pas du tout ça. Maintenant, vous prenez tout ça, vous prenez des autres handicaps de la vie. Ça peut être quelqu'un qui a simplement un bras en moins, mais qui a tout le reste, des capacités intellectuelles, qui a toutes les autres capacités pour faire les choses. Mais du fait qu'on le voit sur un fauteuil roulant, du fait qu'on le voit avec une canne, tout de suite, ça crée dans la culture de certains Africains qui n'ont pas évolué dans leur façon de voir, dans leur conception de la vie humaine, ça crée déjà tout de suite une peur ou éventuellement une réticence ou même une humiliation, alors qu'il ne le faudrait pas. Alors, effectivement, je pense que... Oui, peut-être Willy Elfej, Miabatoussa. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire tous les deux, c'est que le poids culturel, malheureusement, il reste encore prépondérant dans la manière de nous autres Africains d'appréhender certains phénomènes, notamment le handicap. Et ce qui est dramatique d'ailleurs dans ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, on ne fait nullement le distinguo du type de handicap dont on parle. Et on en voit les conséquences sur... Par conséquent, impossible donc de mettre en place un accompagnement spécifique suivant... On les marginalise en fait. Suivant le handicap en question. Oui. À partir du moment où ce sont des croyances qui sont ancrées dans nos cultures, et ne vous étonnez pas que même les décideurs politiques qui ont baigné dans ces mêmes cultures n'aient pas le réflexe, si vous voulez, d'installer un débat un peu plus apaisé, de manière à mettre en place cette politique de sensibilisation et de pédagogie, car effectivement, il faut le rappeler, les personnes atteintes d'un handicap sont tout à fait à même de mener une vie honorable. Et comme, d'après ce que j'ai vu dans le reportage, c'est un couple qui se bat et qui mérite, à mon sens, effectivement, tout mon respect. Alors, on pourrait effectivement, je dirais en termes de solutions, dès l'école, commencer peut-être par imposer un certain nombre de places ou de quotas pour des élèves qui seraient effectivement déficients sur le plan physique, voire mental. Il y a déjà l'école qui pourrait être sollicitée. En fait, dès la base, quoi. Voilà. Ensuite, il y a les entreprises. Il faudrait effectivement soit peut-être imposer un pourcentage d'employés qui seraient effectivement dans une situation de handicap. Et autre élément aussi, ce serait effectivement de faire des semaines de sensibilisation. Moi, j'en ai suivi dans mon entreprise où pendant une semaine, il y a des spécialistes qui viennent... Alors, ici en France? Oui, ici en France. Oui. Et effectivement, c'est là qu'on se rend compte des difficultés parce que, par exemple, j'ai suivi une sensibilisation avec un bandeau sous les yeux pendant un certain temps, je devais me déplacer pour simuler l'aveugle. Et effectivement, rien que les 5 minutes où j'étais dans cette situation, voilà, c'était un peu difficile. Donc il faut effectivement sensibiliser les entreprises en disant attention, il y a peut-être telle ou telle situation de handicap, mais il y a d'autres capacités que ces personnes-là peuvent mettre en œuvre. Ensuite, au niveau des infrastructures, quand vous arrivez dans certains lieux, effectivement, il est très difficile pour des personnes d'atteindre un distributeur automatique, de passer avec la chaise roulante dans certains endroits parce qu'il n'y a que des escaliers, ou effectivement d'accéder à certains services parce qu'il n'y a pas du tout d'équipement adapté. Donc il faudrait aussi que tout ce qui est les infrastructures au niveau public soient adaptées pour pouvoir permettre la vie normale des personnes handicapées. Donc ça, c'est très important. Alors, en Afrique, on est encore loin de tout ça, malheureusement, on est encore loin de tout ça. La réforme principale est d'abord mentale. Elle est mentale et culturelle à partir de ce moment-là. Ceux qui nous dirigent devraient donner l'exemple. Parce que quand vous savez, en Afrique, beaucoup de gens croient à ceux qui dirigent l'Afrique. Donc quand ils disent un mot, une phrase à l'égard d'un individu, c'est pris pour argent comptant. Malheureusement, quand ils snobent ou bien quand ils humilient quelqu'un parce qu'il a un handicap, tout le monde est persuadé qu'il faut marginaliser cette personne. Ce qu'il ne faudrait pas. Donc, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure dans quelques mesures, donc il faudrait déjà que à partir de là, que ces personnes qui dirigent l'Afrique, toute l'Afrique, donc de toutes ses couches, commencent déjà par une sensibilisation à la base. Ça peut être donc déjà via l'école au niveau des enfants. Peut-être que ça pourrait changer les mentalités et que des individus responsables qui ont une certaine maturité comprennent qu'un handicap n'est pas la fin d'une vie. Alors, vous avez évoqué donc l'aspect éducation. 90% des personnes handicapées... Et surtout, si vous permettez, oui, que les États mettent en place des moyens spécifiques aux handicapés pour les prendre en charge. Il y a des moyens. Il y a des moyens.
pour pouvoir le faire. Et que les États ne mélangent pas non plus. Vous avez des gens dans des pays d'Afrique, un peu partout, qui, parce qu'ils commencent à fouiller dans les poubelles, parce qu'ils sont hautement dépressifs, mais tout seul, on les a marginalisés, et puis ça devient soit ça devient, on les a catalogués de fous, de tout ce que vous pouvez imaginer, et puis subitement, ça devient des fous, des délinquants, et puis ça va à l'abîme. Mais qu'on mette des mesures spécifiques destinées aux personnes handicapées. Alors, des mesures spécifiques. 90% des personnes handicapées du continent n'ont jamais été scolarisées. C'est terrible. C'est pas normal. C'est un scandale parce que ça montre bien que l'exclusion est totalement effective, car l'éducation étant quand même la base de tout. On parlait d'apprentissage tout à l'heure concernant le Cameroun. Ben, écoutez, l'apprentissage, ça commence déjà par la transmission du savoir. Et donc, d'où le fait qu'effectivement, il faille durcir le temps et qu'effectivement, pour rejoindre ce que vous avez dit, c'est que les structures d'accompagnement qui sont, il faut le dire, quasi inexistantes de manière globale sur le continent africain doivent prendre de l'ampleur, et aussi la notion d'inclusion couplée à celle de l'éducation, effectivement, dès le bas âge, pourra peut-être faire disparaître certaines barrières mentales, parce qu'elles sont pour la plupart mentales. Et pour compléter cela, je voulais dire aussi que les populations, que chacun individuellement puisse connaître, apprendre à tendre la main. À tendre la main pour aider l'autre. Parce que pour traverser simplement les rues en Afrique, les personnes qui sont sur les fauteuils roulants ou les personnes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas marcher, qui traînent au sol, qui ne peuvent pas traverser, tout le monde passe, tout le monde qui marche, tout le monde passe, personne ne leur tend la main, personne ne peut les aider à travers. Mais qu'on apprenne à tendre aussi la main. C'est aussi ça les modifications culturelles. Parce qu'on ne leur transmet pas les réflexes. Tout à fait. Voilà. Et je crois qu'effectivement, cette thématique-là bouscule en fait, je dirais, beaucoup de choses en Afrique, parce que quand effectivement on discute ici avec des collègues en Europe, ils disent « Ah ben vous en Afrique, vous avez encore toute la solidarité, vous ne mettez pas les personnes âgées dans des maisons de retraite. » Mais finalement, on se rend compte que voilà, c'est beaucoup plus nuancé, même si effectivement ça reste vrai. En grande partie, il y a encore malheureusement des zones qui, je dirais, restent assez spécifiques, où c'est l'individualisme qui prime. Vous avez par exemple... Peut-être la défaillance aussi des États, en tout cas il y a la défaillance des États. Vous avez des ministères des Affaires sociales qui ont dans leur volet, dans leur programme, des programmes spécifiques qui sont orientés vers les handicapés ou vers certains handicaps. Mais ce serait que vous serez très surpris de voir que même les budgets alloués à ces programmes-là sont souvent détournés. Font souvent l'abus des biens, donc l'abus des biens publics, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir rappelé cela. Donc, une problématique majeure. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus longuement dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Jean-Marie Talley, je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Jean-Michel Onondi, je rappelle que vous êtes consultant responsable de projets dans le secteur des moyens de paiement. Willy Elfej Miabatoussa, vous êtes consultant en marketing. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.